lorsque Maxime se leva soudainement au milieu du cours d'histoire de l'art à la Sorbonne, pointant son doigt vers moi avec un regard rempli de mépris, je sentis mon monde s'effondrer en un instant. « Julien invente tout ce drama gai pour attirer l'attention », cria-t-il devant nos camarades stupéfaits, et ce fut le début d'un cauchemar que la vérité allait rendre encore plus dévastateur pour lui. Les murmures emplirent l'amphithéâtre bondé. Les visages se tournèrent vers moi comme des projecteurs aveuglants. Je restai figé sur ma chaise, le cœur battant si fort que je crus qu'il allait éclater. Autour de nous, les étudiants de deuxième année échangeaient des regards choqués, certains baissaient les yeux sur leurs notes, d'autres sortaient déjà leur téléphone pour filmer discrètement. Le professeur, un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes fines, ajusta sa cravate et tenta de reprendre le contrôle. « Messieurs, ce n'est ni le lieu ni le moment pour des règlements de compte personnels. » Mais le mal était fait. Maxime, avec son charisme habituel, ses cheveux châtain clairs toujours parfaitement coiffés et son sourire qui séduisait tout le monde, venait de me transformer en cible. Je connaissais ce sourire. Je l'avais vu de près, dans l'intimité de son studio près du canal Saint-Martin, quand nous nous retrouvions après les cours pour des soirées que personne ne devait soupçonner. Cela avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une fête d'intégration. Nous avions parlé jusqu'à l'aube de nos passions communes pour la peinture impressionniste et des pressions familiales. Une chose en entraînant une autre, un baiser timide était devenu une habitude secrète. Maxime jurait toujours que c'était juste une phase, qu'il n'était pas vraiment comme ça, que Paris nous rendait fous. Moi, Julien Moreau, 21 ans, originaire d'un petit village près de Lyon, je l'avais cru parce que je l'aimais. Pas d'une façon théâtrale, mais profondément, avec cette peur constante que quelqu'un découvre notre vérité. Maintenant, devant 100 personnes, il me traitait de menteur manipulateur. Il m'a harcelé pendant des semaines avec ses messages bizarres, continua-t-il d'une voix forte. Il veut faire croire qu'il y a quelque chose entre nous pour se rendre intéressant. C'est du pur drama gay, les gars. Les rires nerveux fusèrent dans les rangs du fond. Une fille que je considérais comme une amie, Sophie, me lança un regard compatissant mais ne dit rien. Je sentis mes joues brûler. Mes mains tremblaient sous la table. Comment pouvait-il retourner ainsi notre histoire contre moi? J'avais pourtant respecté son désir de discrétion. Jamais je n'avais parlé à quiconque de nos nuits passées à écouter du jazz en buvant du vin bon marché. Le cours se termina dans un brouhaha confus. Je ramassai mes affaires à la hâte, évitant les regards. Dans le couloir bondé de la Sorbonne, les murmures me suivirent comme une ombre. « Tu as vu ça? Julien et Maxime. Il est gai, alors ?» Je courus presque jusqu'aux toilettes du rez-de-chaussée, m'enfermer dans une cabine et laisser couler les larmes que je retenais depuis trop longtemps. Mon reflet dans le miroir cassé me renvoyait l'image d'un jeune homme aux cheveux noirs ébouriffés, aux yeux verts rougis par l'émotion. J'étais beau, du moins c'est ce que Maxime me disait autrefois. Aujourd'hui, je me sentais sale, exposé, trahi. Dehors, le soleil de septembre illuminait la cour intérieure. Les étudiants riaient, buvaient leur café aux terrasses improvisées. Moi, je marchais seul vers le métro, le téléphone vibrant dans ma poche. Des notifications Instagram arrivaient déjà, des stories floues de la scène, des commentaires anonymes. Ma sœur aînée, Claire, m'appela enfin. « Julien, qu'est-ce qui se passe? » J'ai vu une vidéo, sa voix inquiète me brisa un peu plus. Je lui racontai tout, ou presque. Pas les détails intimes, juste l'accusation publique. Elle promit de venir me voir le soir même dans mon petit appartement du Marais. Ce soir-là, assis sur mon lit étroit, je repensais à ma vie avant Maxime. Les années de doute au lycée, les prières silencieuses pour que ce sentiment disparaisse. Mes parents, catholiques pratiquants, m'avaient élevé dans la peur du jugement. Un homme, c'est un homme, disait mon père. À Paris, j'avais cru pouvoir respirer.
L'université devait être ma liberté. Au lieu de cela, elle devenait mon enfer. Maxime avait tout gâché. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait que la vérité finirait par éclater. Je ne savais pas encore à quel point elle allait tout changer. Le lendemain, le campus bruissait de ragots. Dans la bibliothèque, des groupes se taisaient à mon approche. Je m'installai seul à une table près de la fenêtre, essayant de me concentrer sur mon exposé sur Monet. Mais les mots dansaient. Maxime entra avec sa bande habituelle. Il ne me regarda même pas. Son rire sonore résonna, faux à mes oreilles. Comment pouvait-il continuer comme si rien n'avait changé? Je sentis la colère monter, mêlée à une tristesse infinie. Notre amitié, notre amour caché, tout était réduit à du drama. À midi, je retrouvai Claire au café Le Rostand. Elle m'écouta sans m'interrompre, ses yeux bleus remplis de compassion. « Tu dois te défendre, Julien. Ne le laisse pas te détruire. » Mais me défendre comment? En révélant notre secret? Cela le détruirait lui aussi. Et moi, je n'étais pas prêt à affronter le regard de tous. La journée passa dans un brouillard. Le soir, seul chez moi, je relus nos anciens messages. Des mots tendres, des promesses jamais tenues. Je les effaçai un à un, le cœur lourd. Pourtant, au fond de cette douleur, quelque chose naissait, une détermination nouvelle. Je ne voulais plus me cacher. Pas pour lui, mais pour moi. Le drama qu'il m'accusait d'avoir créé allait devenir ma renaissance. Je ne savais pas encore que la vérité, celle qu'il craignait le plus, était sur le point de le rattraper. Les jours suivants furent un tourbillon de silence assourdissant. À la Sorbonne, je marchais la tête basse, évitant les amphithéâtres où Maxime donnait encore le ton. Les professeurs, eux, faisaient comme si rien ne s'était passé, mais leur regard en coin trahissait leur curiosité. Je me réfugiais dans la routine, cours du matin, bibliothèque l'après-midi, retour solitaire dans mon studio du Marais. L'appartement, avec ses murs blancs et ses posters de Van Gogh, me semblait soudain trop grand pour moi seul. Chaque coin me rappelait les soirées où Maxime venait en cachette, apportant du fromage et du pain frais du marché. Ma sœur Claire insista pour que je rentre le week-end suivant à Lyon. Le TGV fila à travers la campagne française, et je regardais défiler les champs dorés en me demandant comment expliquer tout cela à mes parents sans tout briser. À la gare, mon père m'attendait avec son vieux break, son visage buriné par des années de travail à l'usine. « Tu as maigri, fils » dit-il simplement. Ma mère, dans la cuisine familiale aux odeurs de poulet rôti, me serra dans ses bras un peu trop longtemps. Il ne savait rien encore. Claire m'avait promis de garder le secret pour l'instant. Le dîner fut tendu. Mon frère cadet, Paul, parla football et études. Moi, je répondais par monosyllabes. Après le repas, mon père alluma la télévision sur un match, et je montai dans ma chambre d'adolescent. Les trophées de foot poussiéreux, les posters de groupes de rock, tout cela appartenait à un autre moi. Assis sur le lit, je sortis mon téléphone et relus les messages anonymes reçus ces derniers jours. « Sale menteur, pourquoi tu fais ça à Maxime ?» Maxime avait gagné la bataille de l'opinion publique. Il était le garçon populaire, moi le dramaturge gai en quête d'attention. Le dimanche matin, pendant que ma mère préparait le café, je décidai de parler un peu. Pas tout. Juste assez. Papa, maman, il y a eu un malentendu à la fac. Un ami m'a accusé de choses fausses. Mon père fronça les sourcils. Quel genre de choses? Je bafouillai, des rumeurs sur mes préférences. Le silence tomba comme une pierre. Ma mère posa sa tasse, les yeux brillants. Julien, tu sais ce que nous pensons de ces histoires. L'église, je coupai court, prétextant une migraine.
Claire me rejoignit plus tard dans le jardin. Ils finiront par comprendre, murmura-t-elle. Mais toi, tu dois d'abord t'accepter. De retour à Paris le lundi, je me sentis plus seul que jamais. Dans le métro bondé, un jeune homme aux cheveux blonds me sourit. Je détournai le regard. Pourtant, ce sourire me rappela que la vie continuait. À la fac, je croisai Maxime dans le hall. Il était entouré de sa cour, riant fort. Nos yeux se croisèrent une fraction de seconde. Je vis de la peur dans les siens, vite masquée par un rictus. Ce soir-là, je reçus un message inattendu d'un camarade que je connaissais peu, Étienne, un étudiant en arts plastiques au regard doux et aux mains tachées de peinture. J'ai vu ce qui s'est passé. Si tu veux parler, je suis là. Pas de jugement. Je répondis après hésitation. Nous nous donnâmes rendez-vous au Luxembourg le mercredi. Assis sur un banc près du bassin, Étienne m'écouta sans m'interrompre. Il avait 22 ans, venait de Bretagne, et assumait ouvertement son homosexualité depuis le lycée. Maxime a peur, dit-il simplement. Les gens comme lui projettent leur propre chaos. Pour la première fois depuis l'accusation, je me sentis compris. Nous parlâmes pendant des heures de tout et de rien, de Paris la nuit, des expositions gratuites au Louvre, des familles qui ne comprennent pas. Quand nous nous séparâmes, il me serra l'épaule. Un geste simple, mais qui réchauffa quelque chose en moi. Les semaines passèrent. Les rumeurs s'estompèrent un peu, mais le doute persistait. Je me plongeai dans mes études, rendant des travaux impeccables pour prouver que je n'étais pas le clown que Maxime décrivait. Un soir, en rentrant, je trouvai une lettre glissée sous ma porte. Anonyme. Arrête de mentir, ou tout le monde saura la vérité sur toi. L'écriture ressemblait étrangement à celle de Maxime. Je tremblais de rage. Pourquoi s'acharnait-il? Était-ce pour se protéger, ou parce qu'il regrettait ce que nous avions partagé? Étienne devint mon refuge. Nous nous voyions souvent, d'abord en amis, puis avec une complicité grandissante. Il me montra son atelier près de la Bastille, rempli de toiles abstraites aux couleurs vives. L'art, c'est la vérité sans masque, disait-il. Avec lui, je recommençais à respirer. Mais la trahison de Maxime restait une plaie ouverte. Un matin, en cours, un professeur nous demanda de former des binômes pour un projet. Le hasard voulut que je tombe avec Sophie, qui évita mon regard. « Tu vas bien » murmura-t-elle. Je hochai la tête. Intérieurement, je bouillonnais. La fin du semestre approchait. Les fêtes de Noël illuminaient Paris. Seul dans mon studio, je décorais un petit sapin artificiel. Claire m'envoya une photo de la famille réunie sans moi. Le message était clair, rentre, ou explique-toi. Je décidai de rester. Étienne m'invita à une petite soirée chez des amis artistes. Pour la première fois, je me sentis libre d'être moi. Nous dansâmes sur de la musique électro, et quand il me prit la main, je ne la retirai pas. Ce geste simple marqua le début d'une nouvelle page. Mais Maxime veillait encore dans l'ombre. Je le sentais. La vérité, celle qu'il redoutait, commençait à germer. Les vacances de Noël arrivèrent comme une pause bienvenue. Je pris le train pour Lyon, le cœur serré. La maison familiale, avec son jardin enneigé et ses lumières clignotantes, semblait sortie d'un film. Ma mère m'accueillit avec un sourire forcé. On a préparé ta chambre. Mon père, installé au salon, lisait le journal. Le dîner fut pesant. Paul parla de ses études, Claire tenta de détendre l'atmosphère avec des anecdotes drôles. Moi, je mangeais en silence. Après le dessert, mon père posa enfin la question, « Alors, ces rumeurs à Paris ?» Je respirais profondément et racontai l'essentiel,
l'accusation publique, les ragots, sans mentionner Maxime ni notre passé. Ma mère porta la main à sa croix. Mon Dieu, Julien, est-ce que c'est vrai? Mon père tapa du poing sur la table. Un homme ne fait pas ces choses-là. Nous t'avons élevé mieux que ça. Les mots me transpercèrent. Claire intervint, papa, c'est son choix. Il est adulte. La dispute éclata. Je montai dans ma chambre, les larmes aux yeux. Pour la première fois, je me sentis étranger chez moi. Le lendemain, je sortis marcher dans le village. Les voisins me saluaient comme avant, mais je sentais les regards. Au café, un ancien camarade de lycée me demanda des nouvelles de Paris. Tu es devenu célèbre sur Internet, paraît-il. Je changeai de sujet. Le soir, Claire me rejoignit. Ne les laisse pas te définir. Tu vaux mieux que ça. Nous parlâmes jusqu'à tard. Elle me raconta ses propres doutes d'adolescente. Pour la première fois, je me sentis moins seul. De retour à Paris mi-janvier, je retrouvai Étienne à la gare. Il m'attendait avec un café chaud. Tu as l'air épuisé. Nous passâmes la soirée chez lui, à regarder des films français en noir et blanc. Ses bras autour de moi étaient un baume. Peu à peu, je lui ouvris mon cœur. Il écouta sans juger, partageant ses propres histoires de coming out difficiles en Bretagne. La famille finit par s'adapter, ou pas. Mais toi, tu dois vivre. À la Sorbonne, la tension montait. Un projet de groupe nous obligea à collaborer, Maxime et moi. Il refusa poliment, prétextant un emploi du temps chargé. Le professeur insista. Nous nous retrouvâmes donc à la bibliothèque. L'air était électrique. Tu as gagné, Maxime. Tout le monde pense que je suis le méchant. Il évita mon regard. Laisse tomber, Julien. C'était une erreur. Ces mots me blessèrent plus qu'une gifle. Une erreur. Notre amour, réduit à cela. Les semaines passèrent dans un équilibre fragile. Étienne m'encouragea à rejoindre un groupe de soutien LGBT sur le campus. Les rencontres du jeudi soir devinrent mon encre. Des garçons et filles de tous horizons partageaient leur lutte. J'y parlais pour la première fois ouvertement. La libération fut immense. Maxime, lui, continuait sa vie de star, fête, sport, popularité intacte. Mais je voyais les fissures. Des amis communs murmuraient qu'il buvait plus que d'habitude. Un soir de février, lors d'une manifestation contre les discriminations, je croisai Sophie. Elle s'excusa, j'ai eu peur de prendre parti. Pardon. Nous discutâmes longuement. Elle me révéla que Maxime avait changé depuis l'incident, plus distant, irritable. Il cache quelque chose. Ces mots semèrent le doute. Était-ce de la culpabilité? Ma famille appela régulièrement. Mon père restait froid, ma mère tentait des ponts timides. On t'aime, Julien. Mais donne-nous du temps. Ce temps, je le prenais pour moi. Avec Étienne, nous explorâmes Paris, balade au Père-Lachaise, exposition au Centre Pompidou. Chaque baiser volé renforçait ma conviction, je méritais d'être heureux. Le drama initial devenait le catalyseur de ma liberté. Pourtant, la vérité sur Maxime planait encore, prête à exploser. Le printemps arriva avec ses bourgeons et ses espoirs. À la Sorbonne, les examens approchaient, mais mon esprit était ailleurs. Étienne et moi étions devenus inséparables. Nos week-ends se passaient à flâner le long de la Seine, à partager des croissants chauds sur les quais. Il me peignait parfois, capturant sur toile l'expression de mes yeux quand je parlais de l'avenir. Tu as changé, Julien. Plus lumineux. C'était vrai.
L'accusation de Maxime m'avait forcé à grandir. Un dimanche, nous organisâmes un pique-nique au bois de Vincennes. Étienne apporta du fromage et du vin. Allongés sur l'herbe, nous parlâmes de nos rêves. Lui voulait exposer à New York un jour. Moi, je rêvais d'écrire sur l'art et l'identité. Pour la première fois, je parlais ouvertement de mon homosexualité sans honte. Il me prit la main. Je suis fier de toi. Ce moment simple scella notre lien. À la fac, les choses évoluaient lentement. Sophie devint une alliée précieuse. Nous travaillions ensemble sur un mémoire. Un jour, elle me confia, « Maxime m'a demandé de tes nouvelles l'autre soir. » Il avait l'air perdu. Je haussai les épaules. Mais au fond, cela me touchait. Était-il en train de réaliser les conséquences de ses actes? Ma famille progressait aussi. Ma mère m'envoya un message, « Viens pour Pâques. On veut comprendre. » Le voyage fut moins tendu. Mon père me serra la main plus longtemps que d'habitude. Si c'est ce qui te rend heureux, ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Claire rayonnait. Tu vois? La vérité avance. Étienne m'accompagna à une soirée LGBT organisée par l'université. Pour la première fois, je dansais sans crainte. Maxime était là, dans un coin, avec des amis. Nos regards se croisèrent. Il détourna vite le sien. Plus tard, il s'approcha. « Julien, on peut parler ?» Sa voix tremblait. Je refusai poliment. « Pas maintenant. Pas devant tous. » Les jours suivants, je sentis un changement en moi. Je postai enfin une story sur Instagram, une photo d'Étienne et moi au café, sans légende. Les likes affluèrent, certains commentaires positifs. La peur s'estompait. Étienne m'embrassa sous les arcades du Palais Royal. « Tu es libre maintenant. » Pourtant, les ombres persistaient. Des rumeurs circulaient sur Maxime, des messages anonymes qu'il aurait envoyés à d'autres étudiants. Sophie m'en parla un soir. Il projette sa propre peur sur toi. Je commençai à assembler les pièces. La vérité approchait. Un soir d'avril, Étienne me dit, « Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. » Ces mots furent mon armure. Le semestre touchait à sa fin. La confrontation finale se préparait, et je me sentais prêt. Le mois de mai apporta la tension ultime. Les partiels terminés, le campus respirait un air de liberté. Mais pour moi, tout culminait. Un soir, Sophie m'appela en urgence. « Viens au bar près de la fac. Il faut que tu vois ça. » J'arrivai essoufflé. Sur son téléphone, des captures d'écran, des messages privés de Maxime à un autre garçon, pleins de menaces et de déni. C'est lui qui a envoyé les lettres anonymes. Et pire, il a utilisé ton nom pour couvrir ses propres avances. Le choc me paralysa. Maxime, celui qui m'avait accusé de drama, était lui-même prisonnier de ses mensonges. Nous décidâmes d'agir. Le lendemain, lors de la fête de fin d'année dans la grande cour, Maxime monta sur scène pour un discours d'adieu en tant que délégué. Au milieu de son speech, Sophie projeta les preuves sur l'écran géant. Le silence tomba. Puis les huées. Maxime pâlit, bafouilla, descendit de l'estrade sous les regards accusateurs. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-il. Mais les preuves étaient là. Je m'approchai de lui dans la foule. « Pourquoi, Maxime ?» Il baissa les yeux. J'avais peur de ce que je ressentais pour toi. Peur de devenir comme toi. Alors j'ai tout retourné. Les larmes coulèrent. Autour de nous, les étudiants filmaient. Sa crédibilité vola en éclats.
Les amis l'abandonnèrent un à un. Ce soir-là, avec Étienne, je rentrais chez moi libéré. La vérité avait éclaté, et elle avait détruit celui qui l'avait nié. Mais elle m'avait sauvé. Le lendemain, les journaux étudiants titraient sur le scandale. Maxime quitta la fac précipitamment. Moi, je restai, plus fort. L'été s'installa sur Paris. Les terrasses débordaient de vie. Avec Étienne, nous louâmes un petit appartement ensemble près de la place des Vosges. Ma famille m'invita pour les vacances. Cette fois, ils rencontrèrent Étienne. Le dîner fut chaleureux. Mon père lui serra la main. « Prends soin de mon fils. » Ma mère sourit enfin. Je repris mes études en septembre, changé. Maxime disparut de ma vie, mais j'appris qu'il cherchait de l'aide à Lyon. La trahison avait été douloureuse, mais elle m'avait offert la liberté. Avec Étienne, nous marchions main dans la main au jardin des Tuileries. L'amour entre hommes n'était plus un secret honteux. La vie continuait, riche de leçons. J'avais grandi. L'amour entre hommes doit-il toujours rester secret pour préserver les apparences sociales? Vrai ou faux?